Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, le parti pris du cinéma. Collection, le parti pris du cinéma. Dirigé par Claire Mercier. Essai monographie cinéfable. Entre objectivité et subjectivité, entre récit et drame, entre œuvre et marchandise, mort ou métamorphose du cinéma? Nous publions des essais parce que ce terme unit dans une ambiguïté féconde la critique et les cinéastes. Des monographies parce qu'on peut imaginer un temps où le cinéma disparut. Les films ne subsisteront que par les descriptions vivaces qui leur auront été consacrées et qui déjà, en donnent une image. Nous publions aussi des scénarios et plus largement des textes qui ont pris place dans le processus de production des cinéfables. Parce que de projet de film qu'il était, le scénario tend lors de chaque projection du film à redevenir fluide et à aller se déposer ailleurs. Chaque auteur de la collection s'aventure personnellement à interpréter ce que peut être le parti pris du cinéma. Comité de lecture. Jean Durançon, Dominique Lègle, Suzanne Yandraguig, Arthur Ma, Claire Mercier, Bruno Meur, Martial Pisani. Dédicace. À Claire, l'amie précieuse et l'intelligence vive, sans qui ce livre n'aurait pas existé. À François et Marie. Remerciements. Remerciements. Je remercie Kira Muratova de m'avoir généreusement ouvert ses archives personnelles, où se trouvait ce scénario, et de m'avoir autorisé à le traduire et le publier. Je remercie Evgeny Golubenko pour son soutien, ainsi que pour la générosité dont il a fait preuve en nous autorisant la reproduction de ses œuvres en illustration du présent ouvrage. Je remercie Bruno Meur pour sa relecture précise et patiente, et pour ses commentaires stimulants. Regardez attentivement les rêves, l'histoire d'un projet inachevé. Sans lendemain. Sans hier. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'étais qu'avenir. Et que passé. Je me regarde dans la glace, et me voilà, j'existe, on peut me toucher. J'écarte la glace et je n'existe plus, je ne suis que verbe conjugué au futur. Que des verbes et des désirs. Inassouvis. Irréalisables. Kira Muratova, regardez attentivement les rêves. J'accorde beaucoup d'importance aux rêves parce qu'ils me donnent une vision un peu plus aiguë, plus pénétrante de moi-même. Rêver ses pensées et ses pensées d'une façon beaucoup plus profonde, plus vraie, plus authentique, parce que l'on est comme replié sur soi-même. Le rêve est une pensée en image. Quelquefois il est extrêmement révélateur, cruel. Il est d'une évidence lumineuse. Eugène Ionesco, Entre la vie et le rêve. Les scénarios non filmés. Le scénario Regardez attentivement les rêves, Veni Matnos Motrites NY, écrit par Kira Muratova et Vladimir Zouev, est l'un des nombreux projets cinématographiques inaboutis de l'époque de la stagnation soviétique. L'historien Valéry Fomin décrit ainsi l'atmosphère créative du début des années 1960. La première pléiade de brillants tchestidesiatniki dont les leaders sont devenus Gr Igori Tchoukrai, M. Arlen Koutsiev, Tengiz Abuladze, Alexandre Alov et Vladimir Naumov, Stanislav Rostotsky, Eldar Ryazanov s'est montré sous son meilleur jour dès les années 50. Les représentants de cette première vague ne faisaient encore que s'approcher du meilleur de leur capacité, quand encore une haute vague de nouveaux noms cinématographiques s'échappa de l'enceinte du VGIK. Au début des années 60, tout le monde fut ébahi par les premiers travaux d'Andrei Tarkovsky, Vassili Choukhchine, Kira Muratova, Andrei Mikhalkov-Konchalovsky, Eulem Klimov, Otario Seliani, Larissa Shepitko, Andrei Smirnov et beaucoup de leurs congénères. Cependant, la relative liberté donnée dans les premières années du dégel, qui commence pour le cinéma en 1956, diminue de manière conséquente après l'arrivée au pouvoir de Léonid Brejnev. Valéry Fomin se réfère à ces changements en mentionnant que, vers le milieu des années 60, les mécanismes et les forces de contrôle ont commencé à être mis en conformité. Cette mise en conformité constitue dans les faits le rapprochement progressif entre la censure effective et son fonctionnement officiel. L'historienne Martine Godet le signale également en comparant les divers dossiers de production et de censure des films qu'elle a consultés.
Le ton des recommandations du Goskino, encore nuancé autour de 1965, nous recommandons, nous conseillons, etc., se durcit dès 1967 à 68. Il faut absolument, il est indispensable de. Tout particulièrement durant les années 1968 à 69, de très nombreux projets se voient interdits avant réalisation, car la censure se renforce et le Goskino, équivalent du ministère du cinéma en URSS, devient de plus en plus frileux face aux projets qui semblent dérangeants, que ce soit d'un point de vue esthétique ou narratif. Cette frilosité se communique à toutes les instances de production et de censure cinématographique. Il faut rappeler que ce sont les mêmes instances qui s'occupent de la production, diffusion et censure en URSS. Valérie Fomin avance que l'année 1968 aurait dû être le pic d'activité de cette vague qui se soulevait avec tant de puissance. Une véritable étape pour le cinéma, car les travaux des représentants de cette nouvelle vague ne continuaient pas seulement avec talent et énergie les trajectoires déjà dessinées du cinéma soviétique, mais apportaient également beaucoup d'éléments radicalement nouveaux. Ce tournant eut lieu, mais en direction opposée. L'année qui promettait de devenir triomphale fut l'année des pogroms, l'année des règlements de compte les plus sanglants. Les deux scénarios que nous publions dans la collection Le Parti pris du cinéma sont les victimes de cette époque de renforcement de la censure. Il est difficile d'être un dieu, Trudno byt Bogom, ayant été interdit en 1968 et regardé attentivement les rêves en 1969. Comme de nombreux autres réalisateurs, Kira Muratova aura des projets inaboutis durant la période soviétique. Nous pouvons évoquer, en plus du scénario présenté ici, le projet de film La princesse Mary Kniazhna Mary, arrêté en 1975 à l'étape des essais filmés, à peu près au même moment que le célèbre Goffmaniana, projet inabouti d'Andrei Tarkovsky. Galina Lazareva, ancienne rédactrice du studio d'Odessa et grande alliée de Muratova, a consacré un livre entier à ce deuxième projet inabouti de la cinéaste. Ces projets inaboutis sont importants d'une part pour comprendre l'évolution de l'esthétique de la cinéaste et des motifs qui traversent son œuvre, mais également pour mettre au jour les processus souterrains de l'industrie cinématographique de cette époque soviétique. Tout comme pour Il est difficile d'être un dieu, le scénario des frères Strugatsky et d'Alexei German, la publication de ces scénarios participe d'un travail plus large qui consiste à réintroduire à leur bonne place les projets inaboutis et ou interdits, mais significatifs de l'art soviétique et dont nous ne devons négliger ni la quantité ni la qualité, cette dernière leur ayant permis d'essaimer, malgré leur état d'inachèvement dans les œuvres qui ont, elles, vu le jour. Style d'écriture du scénario littéraire. Avec Regarder attentivement les rêves, comme avec tout scénario d'URSS, se pose la question de la spécificité du scénario soviétique, comme le notent avec justesse Louda et Jean Schnitzer en préambule de leur ouvrage La maison où je vis et autres scénarios. Ils préfèrent d'ailleurs parler de cinématurgie, plutôt que d'écriture scénaristique, empruntant ce terme au célèbre scénariste Nathan Zarki, et insistent sur la qualité et l'aspect littéraire assumé du scénario soviétique. Le scénario littéraire, Literaturni este scenarii, formé dans la tradition scénaristique soviétique, a en effet la particularité de se présenter plus comme un texte littéraire qu'un scénario à l'occidental, avec des descriptions parfois poétiques et du discours indirect libre. La grande liberté de présentation et d'écriture permet d'écrire aussi bien au présent qu'au passé. Par exemple dans ce paragraphe où les actions sont décrites comme dans une nouvelle. Elle s'approcha d'un feu nocturne, l'un de ceux qui brûlaient le long de la chaussée. Elle se tenait là, les yeux fixés sur la flamme. Les étincelles voletaient. Le vent changeait de direction. Elle dut faire un pas en arrière pour éviter la fumée. Elle se cogna contre quelqu'un. Elle se retourna et reconnut le jeune homme, elle tressaillit. Il se tenait là, arrangeant son chapeau sur sa tête. En réalité, nous avons opté dans la traduction pour une harmonisation au présent de la plupart des passages du scénario, car en français de tels sauts entre passé et présent rendraient le texte difficile à lire, mais en russe le présent et le passé s'entremêlent de façon plus aisée et il faut imaginer que tout le scénario est ainsi écrit dans un jeu continu où à une phrase au présent succède une phrase au passé et vice-versa. Par exemple, le passage où Anya hésite à entrer chez le bouquiniste se présente de la façon suivante, si on reproduit tous les temps utilisés en russe.
Elle marche vite. Elle est pressée. Son regard survole le livre sur Botticelli exposé en vitrine d'un bouquiniste devant lequel elle passe. Anya a failli passer sans se retourner. Puis elle freine, hésite un instant, repart en avant à toute vitesse, s'arrête à nouveau, et finalement se retourne et elle entra dans la boutique en courant. Les dialogues, eux aussi, ne sont pas présentés de façon homogène. Ils le sont généralement comme il est d'usage de faire dans un roman, avec des guillemets, mais durant une séquence ils sont soudain présentés comme dans une pièce de théâtre. Il s'agit d'un passage de la discussion entre le peintre qui théorise la culture visuelle et sonore et Anya. On passe de l'un à l'autre sans prévenir, et on revient à la modalité précédente. Ce genre de liberté est fréquent dans les scénarios soviétiques. La liberté de l'écriture permet aux auteurs du scénario d'interjeter des adresses aux lecteurs et futurs spectateurs. Ainsi, on explique au lecteur à propos de l'homme au chapeau à plumes, ce personnage ne réapparaîtra plus dans le scénario. Ne le confondez pas avec le jeune homme. Par moments, le texte décrit des éléments dont on ne sait pas exactement quelle forme ils pourraient prendre dans le film, émotions, pensées des personnages, comme lorsque nous lisons « Un puissant élan de compassion saisit Anya » ou encore « Sans comprendre la raison de la fuite des passants, Anya se laisse contaminer par leurs petits mouvements de panique. » Ou peut-être est-ce le ton si décidé de son interlocuteur qui fait effet. Toujours est-il qu'elle monte dans la voiture. À d'autres moments encore, le scénario décrit au contraire des mouvements de caméra précis. La caméra s'éloigne de ses mains, mais impossible à expliquer sinon. Passe devant l'embrasure de la porte contre laquelle s'est appuyée Anya. On appréciera là encore l'adresse presque familière au lecteur. Dans d'autres passages, le recours à un nous fédérateur permet d'induire le futur montage du film. Nous voyons ses mouvements, nous voyons le compositeur, nous voyons ses yeux, nous voyons la pomme, nous entendons la musique. Ou encore de le deviner à travers une suite de phrases nominales, comme celle qui ouvre le scénario. Cette liberté de ton et de forme dans l'écriture était totalement intégrée dans les consciences et dans les habitudes du métier. La preuve en est le dialogue de ce scénario, où le rédacteur discute avec une dame d'un certain âge qui espère vendre un scénario au studio. Une pièce de théâtre, c'est bien assurément. Mais une nouvelle, ce serait encore mieux. Il vaut mieux une mauvaise nouvelle qu'une bonne pièce, vous comprenez ? Il sourit. Une nouvelle, même mauvaise, si on y décèle quelque chose, bien sûr, est plus proche d'une mise en scène cinématographique. Une pièce de théâtre, c'est la dame avec précipitation, oui, bien sûr. Une pièce, c'est des discussions. Il lui dit en somme sur un ton d'évidence qu'une mauvaise nouvelle est plus proche d'un scénario qu'une bonne pièce de théâtre, et que les choix littéraires ressemblent plus dans leur nature à des choix de mise en scène cinématographique que le dispositif théâtral. Il y aurait là de quoi déclencher des heures de débat parmi les scénaristes et les enseignants de scénario, à l'occidental. Il nous paraît extrêmement significatif que cela soit dit sur un ton d'évidence. La dame en tombe immédiatement d'accord en rajoutant qu'une pièce de théâtre, ce ne sont que des dialogues, car cela indique de façon claire la manière dont l'écriture scénaristique et sa proximité avec l'écriture littéraire étaient pensées à l'époque. Notons également que ce rédacteur n'est pas dans le scénario un exemple d'intelligence ou de probité, et qu'on ne peut donc en aucun cas penser que son discours soit uniquement celui de la cinéaste. Il répète simplement ce qui se dit communément sur le scénario. Dans une compte-rendu de stage auprès du cinéaste ukrainien Alexandre Dovienko, rédigé alors qu'elle était encore étudiante au VGIK, Muratova confie d'ailleurs l'importance pour elle, en tant qu'assistante stagiaire, de lire le scénario littéraire plutôt que le découpage pour comprendre l'intonation particulière du film à venir. Le chaînon manquant. Après avoir terminé son premier film réalisé seul, Brève rencontre, Korotki Vestrechi, 1967, Kira Muratova se lance dans la préparation d'un nouveau projet. Muratova et son premier mari, Alexandre Muratov, dont elle est récemment séparée, sont amis avec Vladimir Zouev, scénariste et écrivain. En 1968, Muratov réalise même un film d'après le scénario de Zouev, Le Petit Orchestre Scolaire, Malenki Chokolny Orchester. Voici comment Zouev rend compte de la naissance de l'idée originale du film. J'avais simplement écrit en lettres capitales sur le mur du grenier où j'habitais à l'époque. Regardez attentivement les rêves.
Kira est passée me voir et elle m'a dit « Et si on écrivait un scénario comme ça ?» Mais d'après Muratova, l'idée originale a été empruntée à Marlène Koutsiev, célèbre cinéaste soviétique, souvent comparée à Antonioni. C'est Koutsiev qui m'avait soufflé l'idée un jour, et lui la tenait de Vadim Trounin. Nous avons commencé à travailler ensemble, mais ensuite il a abandonné le projet. L'héroïne du scénario, Anya, est une femme de caractère dont le comportement n'est pas sans rappeler Valentina, une autre femme forte, l'héroïne de Brèves rencontres campée par la cinéaste elle-même. Anya est une peintre qui ressent comme un fardeau le fait qu'il faut gagner sa vie, faire du mauvais travail Kaltura et non de l'art véritable. Rêve que s'il n'y avait pas tout ça, ce serait une vie. Tout la gêne, la famille, la maison, sa mère, son enfant. Puis Anya rencontre un jeune homme qui lui donne la possibilité de s'arracher à son quotidien. Il l'emmène dans une maison de campagne au milieu des bois où elle peut peindre tranquillement. Ce rebondissement rappelle La porte dans le mur d'Herbert Wells, 1906, auquel le scénario fait ouvertement référence. Kinoplakat commandit à Anya une affiche pour l'adaptation cinématographique de cette nouvelle, adaptation inventée pour les besoins du scénario. Cette référence revient ainsi à plusieurs reprises, car Anya, ne connaissant pas la nouvelle, se voit ensuite obligée de se renseigner sur son sujet qui est donc résumé dans les dialogues du film. Ce renvoi ostensible a été introduit par les auteurs du scénario, afin de montrer que nous connaissions cela, les ressemblances entre les deux narrations. Comme dans la nouvelle de Wells, Anya se retrouve dans un autre monde où il lui semble qu'elle pourrait être heureuse. Même si c'est en réalité plus compliqué que cela, nous y reviendrons plus loin. Pour le personnage de Wells, ce bonheur est dans le fait d'être entouré d'amis et de belle nature. Pour Anya, il est dans la liberté de peindre autant qu'elle le souhaite au lieu de devoir se déconcentrer pour s'occuper des tracas quotidiens et de son fils. Mais alors que dans la nouvelle, le monde rêvé est clairement délimité du monde réel par la porte verte dans le mur blanc, l'héroïne de Muratova et de Zouev tente à se retrouver projetée dans le monde fantastique à partir de points géographiques différents et par des modalités différentes. Un coup c'est en poussant la porte d'un entrepôt d'accessoires, un autre c'est en quittant la ville en voiture et encore une autre fois, simplement en se retrouvant catapultée dans le monde fantastique. La limite entre le monde fantastique et le monde réel est fluctuante. Enfin, dans les deux narrations, le personnage principal, une fois revenu dans le monde réel, se révèle incapable de retrouver de lui-même le lieu magique qui se présente à lui spontanément ou bien lui demeure interdit, indépendamment de sa volonté. Zouev et Muratova ont coécrit le scénario en travaillant de manière spécifique. Voilà comment l'a décrit Zouev, c'était à Odessa. J'habitais en face, de chez Kira Muratova. Nous travaillions de la façon suivante. J'écrivais la nuit, le matin je posais la nouvelle séquence dans la boîte à lettres. Elle la lisait pendant que je dormais, puis je venais le soir et nous discutions de la séquence suivante à écrire. Le studio d'Odessa suspend le travail sur le scénario, alors que celui-ci doit être envoyé au Goskino. Zouev et Muratova divergent dans leurs souvenirs sur la raison de cette fin brutale. Selon Zouev, le scénario, qui joue sans cesse sur les passages entre monde fantastique, rêvé et monde réel, aurait totalement perturbé la rédactrice en chef du studio d'Odessa. Après, tout s'est effondré. Il y avait une certaine Donetskaya. Elle était rédactrice en chef et nous étions convoqués pour chaque séquence, et l'on nous demandait « Mais alors dans cette séquence, c'est vraiment arrivé ou non ?» Nous répondions « On ne sait pas. C'est impossible à déterminer. » Et le projet a été arrêté. De son côté, Muratova se souvient que le projet a été interrompu à cause du comité local du parti. Il est intéressant de noter ici la frilosité des organes de censure locaux et nationaux face aux films d'un genre non défini, à l'image de regarder attentivement Les Rêves qui n'est pas à proprement parler un film fantastique ni un film de science-fiction. Ce qui n'est pas sans rappeler une confrontation du célèbre réalisateur Georgi Danelia avec le Goskino à propos de son film Je me balade dans Moscou, Yashagayu po Moskv, 1963, à la fin du dégel, qu'il raconte dans ses mémoires. On ne sait pas de quoi parle le film. C'est une comédie, avons-nous répondu. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas drôle ? Parce que c'est une comédie lyrique. C'est ainsi qu'est né un nouveau genre, la comédie lyrique. En tout cas,
je n'avais jamais vu avant une telle mention dans un générique de film. Il est difficile de surestimer le rôle que ce projet a joué dans la vie et le parcours artistique de Muratova. Elle-même lui donne une place cruciale qui explique le délai de 4 ans qui sépare Brève rencontre et Les longs adieux, Dolji Provodi 1971. Pour moi, ce scénario a été comme une maladie. J'ai été malade de lui pendant 3 ans et je ne voulais rien faire d'autre. Je voulais tellement le réaliser, que je n'arrivais même pas à imaginer que je puisse faire quelque chose d'autre au cinéma. Pendant 3 ans, j'ai essayé de l'imposer contre l'administration idéologique. J'ai passé 3 ans comme dans une éclipse. C'était clair depuis longtemps que le film ne se ferait pas, mais j'imaginais encore que si je faisais ceci ou cela, alors il passerait. Regarder attentivement les rêves permet de faire le lien entre les premières œuvres de Muratova et ses films postérieurs, ainsi que de réinscrire le début de son parcours artistique dans le réseau des œuvres de l'époque de la stagnation. Certains éléments qui apparaissent ici se retrouvent dans ses œuvres postérieures. Comme un clin d'œil, Le milicien du milicien amoureux, Tchouvstvitelny Militchener, 1992, autre projet que Muratova n'a pas pu tourner durant la stagnation et qu'elle réalise au moment de la chute de l'URSS, demandera à sa femme « Ce soir, regarde attentivement ton rêve et fais-moi un rapport complet ». D'autres éléments, au contraire, disparaissent dans les films suivants de la cinéaste. Ainsi, c'est la seule fois de sa carrière que Muratova opte pour un récit fantastique, même si l'artificialité du cinéma permettant toutes sortes de jeux et de retournements dans le film est une thématique qui lui sera chère par la suite. Mais ce n'est qu'ici que nous trouverons un portrait qui change comme une sorte de miroir peint, ou un chapeau jeté par la fenêtre ou au feu qui réapparaît comme par enchantement et où le mobilier d'une pièce, tout comme ses murs, disparaissent et réapparaissent au gré des désirs des protagonistes. C'est peut-être pour cette raison que Muratova n'a finalement pas tourné le film lorsque la conjoncture a changé et que cela est devenu possible. En 1988, elle disait « Maintenant, je ne ressens plus rien pour ce scénario. Aujourd'hui je suis dans une situation où l'on me dit « Tourne ce que tu veux. » Je pourrais le tourner, mais je ne veux plus. Pas parce qu'il ne me plaît plus, mais parce que simplement je n'en ai pas du tout envie. Certains aspects de l'œuvre muratovienne apparaissent ici et seront ensuite déployés, répétés, réfractés dans les films suivants. Évidemment, nous devrons prendre des précautions en faisant une telle analyse non seulement thématique, mais également esthétique, car il s'agit ici d'un projet inabouti, d'un scénario jamais transformé en film. Nous ne saurons jamais en effet quel choix exact la cinéaste aurait fait si le projet était passé par les étapes du casting, du tournage et du montage. Même si nous décidons de passer sous silence les possibles modifications qu'aurait imposées la censure, la nature phénoménologique du film diffère radicalement de la nature d'un texte écrit et nous ne pouvons donc que conjecturer la manière dont l'esthétique de Muratova se serait exprimée dans le film fini. Cela est d'autant plus vrai que Muratova n'a jamais été particulièrement fidèle à ses scénarios. Voilà comment elle décrivait son travail à partir du scénario de Natalia Ryazantseva qui lui a permis de tourner Les longs adieux. J'ai pris un scénario tout prêt et j'ai commencé à l'abîmer comme il me le fallait. Au moment du tournage, la cinéaste avoue volontiers s'ennuyer facilement et vouloir de ce fait ajouter et inventer sans cesse de nouvelles choses sur le plateau. À quel moment pouvez-vous vous ennuyer durant un tournage ? À tout moment. En général, je m'ennuie lorsque tout se passe comme prévu, que les acteurs jouent comme je voulais, aucune surprise. Elle rappelle également dans ses entretiens à quel point un scénario est un objet qui ne cesse d'évoluer au cours de la fabrication du film. En fait, le scénario subit sans cesse des transformations, et durant le tournage, et durant le montage, et durant la sonorisation. Ce qui est écrit sur papier, la base dramaturgique du film, diffère de ce qui est fixé sur pellicule et qu'on appelle le matériau cinématographique. Le montage apporte sa propre dramaturgie liée au changement des rapports de force dans la relation entre diverses parties, extraits, séquences, plans. À cause de la manière dont je monte, un fragment de texte peut être éliminé et au contraire un autre texte inventé pour la sonorisation. Cela peut même obliger à un tournage complémentaire. Le tournage complémentaire, c'est rare, mais les changements à la sonorisation sont monnaie courante. D'abord il y a le scénario littéraire,
d'après lequel on fait le découpage. Puis nous commençons la préparation au tournage. Le découpage plan par plan, c'est comme une carte maritime pour le casting, le choix des lieux de tournage, des décors. Tu vas partout, tu réfléchis, tu discutes. Et cela commence à modifier les séquences, les choix de mise en scène, les dialogues, en les enrichissant. Tout ce que tu trouves en plus se note sur les pages blanches laissées exprès entre les pages du découpage. Puis commence le tournage et tu accroches tes nouvelles trouvailles notées dans des cahiers spéciaux au découpage, une fois de plus. Et puis parfois un rebondissement dramaturgique te vient en plein tournage, et tu le tournes directement. Et cela se produit en continu. Jusqu'à ce que le film soit fini. Cet amour des inventions et des modifications lui vaut des conflits avec ses scénaristes. Elle aura un fort différend avec Natalia Riazantseva sur Les Longs Adieux. Plus tard, lors de sa seconde collaboration avec Vladimir Zouev sur Mélodie pour orgue de Barbarie, Melodia Delia Charmanki, 2009, ce dernier aura de nombreux désaccords avec la cinéaste. A posteriori, il commentera leur collaboration de la façon suivante. Il ne faut pas donner à Kira un scénario terminé, il faut écrire spécialement pour elle. Aujourd'hui, j'écrirai pour elle autrement, de façon plus schématique. Aussi préférons-nous dans notre analyse parler de lecteur-spectateur plutôt que de spectateur, afin de rappeler au lecteur, et à nous-mêmes, ce que cette analyse a de spéculatif. Cependant, malgré toutes les précautions nécessaires dans l'analyse de ce scénario interdit, il nous apparaît si ostensiblement évocateur des thématiques et de l'esthétique de la cinéaste, qu'une analyse de ces éléments promet d'être fructueuse et enrichissante pour la compréhension de l'ensemble de l'œuvre. Un projet personnel. Lorsque nous découvrons ce scénario aujourd'hui, il s'impose comme l'un des projets les plus personnels de Muratova, bien qu'il ait été écrit à 4 mains. Cela est vrai d'un point de vue biographique, puisque l'héroïne, Anya, est une jeune femme récemment divorcée et avec un jeune enfant, tout comme la cinéaste au moment de l'écriture du projet. Plusieurs autres aspects du scénario poussent à la même conclusion. Ainsi, le souhait le plus cher de la peintre Anya est que tout le monde la laisse tranquille afin qu'elle puisse enfin s'adonner à son art. Ce désir sans cesse contrarié de travailler crée des tensions entre elle et ses êtres les plus chers, sa mère et son fils. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.